Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici l'image du jour, celle de Donald Trump, celui qui est actuellement à 264 voix, donc celui qui est bien parti pour terminer à la Maison-Blanche, donc de succéder à Barack Obama. Selon les premiers résultats, donc le candidat républicain remporte la Floride, l'Ohio et la Caroline du Sud, c'est-à-dire des États clés en vue de la victoire finale. Dans ce journal, nous retrouverons à San Francisco un Calédonien actuellement en vacances et une Américaine en vacances au pays. Réaction dans quelques instants. Un an après sa mise en place au lycée La Pérouse, le CAP agent de sécurité dresse un bilan positif. Les détails dans cette édition. Et enfin, quelle peine encourent les fraudeurs au baccalauréat? La réponse dans cette édition avec notre feuilleton consacré au baccalauréat. Mesdames, Messieurs, je vous le disais à l'instant, Donald Trump qui est actuellement à 264 voix. Je le rappelle que pour être président des États-Unis, il faut atteindre le seuil de 270 voix contre 215 voix pour Hillary Clinton. Regardez les derniers résultats à l'heure où je vous parle. Donc le candidat républicain talonne la candidate démocrate Hillary Clinton, celle que les derniers sondages annonçaient comme favorite pour devenir le 45e président et même la première femme à devenir présidente dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Alors si certains États n'ont pas encore rendu leur verdict, le quotidien New York Times, qui est un journal de référence américain, donne la victoire à 95% au candidat démocrate. Gédéon Richard, bonjour ou bonsoir. Donc vous êtes à San Francisco, donc qui fait partie de l'État de Californie. La Californie a voté pour Hillary Clinton. Comment les Californiens vivent cette nouvelle? Alors, l'ambiance est retombée ici. Tout au long de la journée, les gens se sont déplacés au compte-gouttes dans leur bureau de vote. Beaucoup de gens ont pu déjà voter au cours des dernières semaines par procuration. Et en fait, très peu d'enthousiasme tout au long de la journée. On vote pas, on vote en semaine ici. Mardi, c'est une journée de travail comme les autres. On vote pas un dimanche comme pour les élections métropolitaines. Donc les gens en fait se sont retrouvés à la fin de leur journée de travail devant leur poste pour suivre le décompte finalement des résultats état par état. Et ce que je vois depuis une ou 2 heures que Donald Trump a largement pris l'avance sur le vote, c'est que les gens se désintéressent totalement de l'élection. Il y a une grande défiance vis-à-vis des deux grands partis républicains et démocrates ici. Et les jeunes étaient très faiblement mobilisés sur cette élection, au contraire des 2 élections précédentes où ils avaient massivement soutenu Obama. Peu d'enjeux également sur San Francisco, qui est une ville démocrate par tradition. La dernière fois qu'elle a voté républicain, ça remonte à la première élection de Ronald Reagan en 1980. Donc finalement, des habitants de San Francisco peu passionnés par ce scrutin. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de la journée. Alors vous, justement, en tant que Calédonien, comment est-ce que vous vivez ces élections américaines? Avec intérêt, c'est la première fois que je me retrouve aux États-Unis pour un tel événement. Je suis vraiment surpris effectivement du manque d'implication des gens que j'ai rencontrés sur cette campagne. Il y avait une ferveur pour l'élection d'Obama en 2008. Et finalement, un peu comme en 2000, dans l'esprit des gens, il était acquis que Hillary Clinton serait un choix de la raison au même titre que Al Gore l'était face à George Bush Jr. Et finalement, on se rend compte que c'est l'inverse qui se produit. Gédéon Richard, finalement, merci. Le vote républicain, c'est un peu de défouloir face aux grandes industries. Et en fait, c'est un petit peu de défiance vis-à-vis de Washington. Gédéon Richard, merci d'avoir accepté cette invitation.
Voilà, on retourne donc au pays. Donc, souvenez-vous de Lindsay, c'est une Américaine, je vous le disais en titre, une Américaine du Michigan que nous avons rencontrée lundi. Elle avait voté d'ici, donc du pays, pour Hillary Clinton. Et aujourd'hui, elle s'est aperçue que Donald Trump figure en tête. On écoute ses inquiétudes. It makes me really nervous that Trump is probably going to win in Michigan. Those are a lot of electoral votes that I do not want him to have. It's still like pretty close at this point. It could go either way, but it's not something that I expected that he might win Michigan. I voted for Hillary Clinton. I expected that Hillary would be in the lead most of the time, and so it's been a closer race than I expected, and that makes me very nervous. Voilà, donc il referme cette page politique et notamment avec les élections américaines. Alors encore une fois où je vous parle, voici les derniers résultats. Donc 218 voix pour Hillary Clinton contre 266 voix pour Donald Trump. On reste sur la scène internationale, notamment avec notre revue de presse. Cette fois-ci, on va revenir sur les annonces de l'État autour du nickel au dernier comité des signataires. C'est essentiellement la presse française qui relaie l'information avec des titres accrocheurs. L'État casse sa tirelire. Peut-on voir ainsi dans le quotidien Les Échos, ou encore l'État vole au secours dans l'usine nouvelle. En jeu, le prêt de 24 milliards de nos francs accordé à Vale NC ainsi que le financement de son projet de transformation de résidus à sec dénommé Lucie à hauteur de 27 milliards de francs. L'État français accordant un prêt à un groupe étranger, un acte rarissime, relèvent Les Échos. Les deux journaux soulignent toutefois que la décision doit encore être actée dans la loi des finances rectificatives 2016 qui sera votée donc par les parlementaires avant la fin de l'année. Du côté de la direction de l'usine du Sud, elle annonce que ce financement, que je rappelle, est de 24 milliards de nos francs, permettra d'assurer le financement du site durant l'année 2017, donc l'année prochaine, mais que l'avenir à long terme du site dépendra du niveau de compétitivité. Quant aux syndicats, ils estiment que ce prêt va justement permettre à l'usine de maintenir les équipements, je cite, afin de monter en production. On écoute Pierre Tuiteala, c'est l'interview du jour. Pierre Tuiteala, bonjour. Bonjour. Alors déjà, votre première réaction par rapport au prêt accordé par l'État à Vale, est-ce que vous êtes soulagé? Écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein. Donc après, j'espère que cette aide-là, ça sera utilisé à bon escient. Et quand je dis à bon escient, j'espère qu'il y aura quand même le maintien des emplois, dans un premier temps. Et le deuxième temps, c'est surtout le maintien des équipements si demain on veut augmenter et surtout monter la production au niveau de Vale, quoi. C'est une aide précieuse qui, malgré tout, ne garantit pas le maintien de l'usine, du site. Tout dépend en fait de la compétitivité du site, hein, d'après le directeur adjoint. Est-ce que ça vous fait pas peur? Écoutez, non, je pense pas que... Non, au contraire. Ces derniers temps, les salariés ont démontré qu'on pouvait continuer à produire. La preuve, les résultats ils sont satisfaisants, même si aujourd'hui le coût de production reste encore élevé. Je pense que l'aide qui a été accordée par l'État, c'est une bonne nouvelle pour nous, notre organisation, parce que ça va permettre à subvenir justement à nos coûts qui sont toujours encore une fois élevés. Et on voit aujourd'hui, la crise elle est là, et on espère qu'avec cette aide-là, encore comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le maintien des emplois il sera encore là. Et surtout aussi, avec cette aide, ça va permettre, encore une fois de plus, de maintenir nos équipements afin de monter en production et puis aussi réduire les coûts. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu une aide de la part de l'État qu'il faudrait qu'on oublie comment on appelle ça. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de minimiser les coûts. Ça, c'est primordial. Il est important pour nous de continuer ce travail-là qui est de réduire nos coûts parce qu'on est encore élevé au niveau de nos coûts de production.
Économie toujours, mais cette fois-ci avec le marché de la coquille Saint-Jacques, très prometteur en province nord. En tout cas, c'est ce que rapportent les résultats après les premières pêches d'échantillonnage et expérimentales du coquillage. Elles ont eu lieu au début de cette année dans le grand nord du pays, au large de Belep, où se trouve une zone identifiée comme zone à potentiel. Cette zone s'étend sur 700 km², un projet multipartenarial entre 16 GDPL de Belep, Nord Avenir, qui à terme cédera en partie ou en totalité leur part au GDPL de la commune de Belep. Et enfin Far West Scallops, c'est une société australienne. Une période de 3 ans est nécessaire pour confirmer la viabilité de ce gisement. Écoutez Laurent Châtenay, directeur adjoint de Nord Avenir, et Simon Cheng, directeur marketing de Far West Scallops. Les résultats sont plutôt prometteurs. Jusqu'à présent, les données que nous avons récoltées nous permettent de dire qu'on a probablement la capacité à développer une pêche soutenable à long terme, respectueuse de l'environnement. Le marché sera essentiellement destiné à l'export en Asie, mais il y aura aussi une part pour le marché local. Aujourd'hui, nous travaillons justement à structurer cette partie-là. Les accords commerciaux ne sont pas encore définitivement conclus, mais nous sommes optimistes de pouvoir le faire très prochainement. The New Caledonian scallops is particularly interesting to us because it's exactly the same species as what we fish in Australia. So the fishing method is the same. And we know it's a very good product. It's something that we are very happy to put our name to because we understand that it's a very good quality product, and if we applied our fishing methods and our processes to the scallop here, we knew that we could come up with one of the best scallops in the world. We think that this project has an extremely good future. The product that we were able to offer to the market was exceptionally good. The people that we had on board the boat from Belep, they worked very hard. They were a real credit to the crew. I just see that things will get better in year 2. The results of the environmental study have been very positive as well. Our bycatch is extremely low, even compared to what would be seen as a low bycatch that we have in Australia. So the future for this project is very, very bright. Au chapitre social maintenant, aujourd'hui à Koné, des agents provinciaux membres de la section USTKE Nord ont bloqué les accès au parking administratif et aux agents de la direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord. Le mouvement fait suite à une première grève en juin de 2015. L'USTKE Nord avait alors manifesté son mécontentement à l'égard des dysfonctionnements dans le service de la cellule des travaux forestiers. Un protocole d'accord avait été signé à la fin de ce conflit entre le syndicat et l'employeur. On écoute leur réclamation. Comment se fait-il que l'audit n'est pas lancé encore, alors que dans le protocole d'accord, il y avait des dates de lancement de programmation, et là, voilà, l'audit n'est pas lancé, le chef de cellule bénéficie d'un reclassement exceptionnel, et je pense que c'est la première fois ici à la province, et voilà quoi. Donc maintenant, on se pose des questions. D'autant plus que la commission de reclassement s'est déroulée à la date de réunion prévue initialement pour les délégués du personnel. Et les délégués du personnel ont amené des points à l'ordre du jour. Au niveau de la réglementation, l'employeur a une obligation de répondre dans un délai de 6 jours, ce qu'il n'a pas fait. Direction Nouméa maintenant au lycée Petro Atiti. Les élèves de Bac Pro des métiers de la sécurité ont effectué aujourd'hui une démonstration de désincarcération. Objectif, mettre en pratique ce qu'ils avaient appris tout au long de l'année avec les pompiers de la sécurité civile. Cette formation est destinée aux étudiants calédoniens qui souhaitent devenir pompiers ou policiers. Autre filière donc qui permet l'accès à des métiers liés à la sécurité, le CAP agent de sécurité. Il est dispensé toujours au lycée Petro Atiti. Il a été mis en place l'année dernière et c'est une filière qui suscite l'intérêt des jeunes Calédoniens. On écoute Lindsay Wamou. Vas-y, avance, tu vas jusqu'au poteau marron là-bas. Pas le premier avec les fers. Takiave est en 2e année de CAP. Avec les premières années, il balise la zone où se tiendra les activités autour de la sécurité routière, comme les simulations d'accidents ou encore les lunettes d'alcoolémie et de cannabis.
Cet événement, ce sont les terminales de cette CAP qui en ont eu l'idée, un projet qui a débuté l'année dernière. Là, cette année, on a décidé de mettre en place, de concrétiser ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire faire des activités pour sensibiliser les jeunes. Voilà. Je peux dire que voilà, dans cette heure, c'est obligatoire. C'est un sauve des vies. Durant ce CAP, les élèves font leur stage dans des entreprises de sécurité privée principalement. Comme son nom l'indique, avec ce CAP, les jeunes peuvent devenir agents de sécurité dans le privé ou continuer leurs études à l'étranger. 2 élèves préparent déjà leur dossier pour la métropole. Cette nouvelle filière a le vent en poupe. On a de très bons retours des entreprises, puisqu'encore une fois, les élèves sont formés à des diplômes comme le PSE1, le SIAP 1. Et les entreprises sont très demandeurs sur le marché, donc les élèves trouvent du travail très facilement. Toutefois, pour Takiave, être agent de sécurité ne l'intéresse plus. Ce qu'il veut, c'est entrer dans la police nationale. Grâce à son CAP, il peut directement intégrer une première SPVL, filière qui lui permettra de se présenter au concours de police nationale. J'ai fait un stage en 3e, à la police municipale, puis ouais, j'aime bien l'ambiance, c'est cool. Pour l'instant, la capacité d'accueil est de 15 élèves pour ce CAP. La demande pour cette filière ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 50 requêtes depuis que celle-ci s'est ouverte. Le salon du livre à Tahiti et les techniques de triche made in Japan. On en parle tout de suite dans le web du Pacifique avec Stéphanie Marly. Demain s'ouvrira la 16e édition du Salon du Livre à Tahiti, organisée par l'Association des éditeurs de l'île. Des auteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Indonésie et de Nouvelle-Calédonie y sont attendus pour partager leur vision du monde. Pour l'Indonésien Andrea Hirata, cela est un bon moyen de partager avec le public son histoire. D'autant plus que dans sa culture, l'éducation est le seul moyen de sortir de la pauvreté. Après les bons élèves, voici les mauvais élèves, ceux pour qui les livres sont inutiles car il y a les antisèches, comme le montre cette vidéo où des étudiants japonais essayent plusieurs méthodes pour tricher aux examens. Regardez, ça vaut le détour. Et justement, les fraudes au baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale a recensé en juin 2015 24% de suspicions de fraude supplémentaires par rapport à l'année précédente. Alors, quelles sont les sanctions encourues? Je vous propose d'écouter la réponse dans ce reportage avec Vanessa Kédé. Population du Brésil en 1978. Brésil. Les fraudeurs encourent bien plus qu'une heure de colle. Une commission de la discipline se réunit et décidera des sanctions à prononcer selon la gravité de la fraude. On pourrait les classer dans 4 catégories. Le fraudeur écopera d'un blâme. Il s'agit là d'un simple avertissement donné à l'élève. L'élève n'obtiendra aucune mention, quelle que soit la note finale. Dans les 2 cas, le fraudeur conservera son diplôme. L'annulation de l'épreuve. Dans tous les cas où l'élève est reconnu coupable de fraude, il reçoit la note de 0 à l'épreuve au cours de laquelle il a triché. La commission peut également prononcer l'annulation de l'examen, c'est-à-dire décider de mettre 0 au candidat à toutes les épreuves. Le fraudeur peut recevoir une interdiction de repasser le baccalauréat
ou tout autre examen délivré par un établissement public dispensant des formations après le bac. Le fraudeur peut recevoir une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement après le bac, comme par exemple une université. Les durées de ces interdictions couvrent une durée maximum de 5 ans. L'élève qui fraude encourt également des sanctions pénales. Il s'agit d'un délit passible de 3 ans de prison et d'1 million de francs CFP d'amende. Oui, en effet, c'est des explications de Prosper Poigo et non pas de Vanessa Kédé. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de se séparer, rappel tout de même du score pour les élections américaines. 218 toujours pour Hillary Clinton et 266 pour Donald Trump. À suivre Sam, je vais y arriver, MIT pour Explore le Nord. Bonne soirée à tous et à demain.